Élections européennes 2019, les projets de politique agricole européenne des principaux partis. Voilà, bonjour à toutes et à tous, donc merci pour cette invitation, syndicat de la presse agricole et rurale. Donc, je m'appelle Laurence Lyonnais, je viens de Franche-Comté, j'habite dans le Haut-Doubs à la frontière suisse. Donc, je suis issue de ce monde rural, une zone rurale de montagne dans laquelle je travaille au développement local dans une communauté de communes de 6 000 habitants. Et je suis issue d'une famille d'agriculteurs qui sont plus bas dans la zone, on va dire, du Revermont, du Piémont, du Massif jurassien. Donc d'une famille d'éleveurs allaitants, en bovin et ovin, en bio et en circuit court. Donc, je peux témoigner qu'on peut vivre en allaitant bovin, en circuit court, sur le bœuf. On peut faire vivre 2 personnes sur une exploitation en bio et en circuit court. Et je porte aussi, par rapport à la zone où je vis, là, donc le Haut-Doubs, les problématiques de l'AOP Comté. Donc quand même une filière assez remarquable de par son intégration, puisque les producteurs, comme vous le savez, possèdent les outils de transformation à travers les fromageries, encadrent leur volume de production, ce qui leur permet de se garantir un prix du lait tout à fait correct. On est à plus de 2 fois le prix du lait standard actuellement en lait à compter. Ont un cahier des charges avec des conditions environnementales et de bien-être animal, et que tout ça, ils doivent le négocier en exception vis-à-vis des règles de la concurrence libre et non faussée auprès de la Commission européenne depuis notamment la fin des quotas en 2015. Donc, je porte aussi ces préoccupations, on va dire, locales de terroir. Le programme de la France Insoumise pour ces élections européennes sur le volet agricole et rural, il s'inscrit dans la suite du programme qu'on avait élaboré en 2017, l'Avenir en commun, pour les élections présidentielles et législatives. Et il s'agit pour nous de réinsérer l'agriculture et les fonctions productives de l'agriculture, mais aussi le développement rural dans un projet de société plus global, en mettant au centre l'intérêt général humain plutôt que la compétitivité ou les profits de quelques entreprises. Et donc ce programme s'appuie d'abord sur une analyse de ce qu'est la PAC, enfin de ce que produit la politique agricole commune aujourd'hui, sur le plan social des emplois et de l'économie, sur le plan environnemental et du bien-être animal, sur le plan des équilibres mondiaux, des relations nord-sud notamment, au plan de la vie des territoires et du développement local, et au plan sanitaire, c'est-à-dire en ce qui concerne la santé, ce qu'on peut appeler la malbouffe. Vous savez que nos députés du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale ont conduit non seulement un projet de loi, mais aussi une commission et un rapport sur cette question de la malbouffe et de la santé des populations. Donc, bilan catastrophique à nos yeux de la politique agricole commune, par la suppression du nombre d'emplois. Vous savez que l'économie française a créé des emplois ces dernières années dans tous les secteurs, sauf dans le secteur agricole, moins 76 000 postes en 10 ans. Un bilan catastrophique au plan économique, puisque les subventions publiques viennent compenser des prix insuffisants du fait de l'absence de régulation des marchés, mais qu'on est dans une perte continue de valeur ajoutée dans le domaine agricole, ce qui veut dire qu'on est dans un échec économique, les agriculteurs sont conduits à concentrer de plus en plus leurs exploitations pour aller chercher les derniers points de valeur ajoutée, de productivité, les derniers gains de productivité. Donc on arrive au bout finalement d'un système. Ça les conduit aussi à être très dépendants du système bancaire et des prêts, et ça fragilise beaucoup. Ça rend très vulnérable le secteur agricole. Social, je ne détaille pas sur le malaise, et plus que le malaise, compte tenu du nombre de suicides dans la profession agricole, compte tenu aussi du taux de pauvreté qui frappe un tiers des agriculteurs au bas mot. Donc voilà, un échec sur ce plan-là. Un échec aussi au plan environnemental, sur la question notamment de la ressource en eau et de la pollution de la ressource en eau, des rivières, aux pesticides, herbicides, insecticides,
C'est quand même 41 substances supposées perturbateurs endocriniens qui remplissent les rivières françaises. C'est un rapport et c'est sorti dans le monde cette semaine. 64% des Français qui ont des résidus de pesticides jusqu'au bout des cheveux. Et ça, c'est 92% de cours contaminés en France. C'est le bilan d'une agriculture qui utilise de plus en plus de pesticides dans un modèle de monoculture et qui fait augmenter la taille des parcelles agricoles, ce qui nuit à la biodiversité. On a aussi perdu en France 40% des effectifs d'oiseaux sur 39 espèces emblématiques des champs et des prairies, des bocages. Donc un bilan tout aussi négatif au plan des équilibres mondiaux, puisqu'aujourd'hui notre système, notamment en ce qui concerne l'alimentation du bétail, va conduire à déforester et ruiner des agricultures et des écosystèmes à l'autre bout de la planète. Je pense notamment au secteur des pays équatoriaux et puis tout le secteur de la zone Brésil, Amérique du Sud. Tout ça pour ensuite aller réimporter par exemple de la poudre de lait réengraissée à l'huile de palme sur ces mêmes marchés ou sur des marchés en Afrique de l'Ouest. Donc on participe à un déséquilibre profond d'économie et d'écosystèmes qui ensuite se traduisent par des exodes forcés dont certaines migrations arrivent jusqu'aux portes de l'Union européenne. Et ça, c'est aussi un des bilans absolument déplorables de cette politique agricole commune. Et puis l'aspect de la vie des territoires, nous sommes très attachés à dire que des campagnes vivantes sont liées à la présence de paysans nombreux, puisque l'agriculture, au-delà de sa fonction nourricière, est aussi un élément fondamental de notre patrimoine et de la culture européenne, au sens de la diversité des paysages, des goûts, des terroirs et des gastronomies dont elle est le vecteur. Et je sais aussi, pour le vivre, que la présence d'agriculteurs et d'agricultrices nombreux dans des villages est un facteur de développement social et démocratique, puisqu'ils participent avec une connaissance fine et un attachement important au territoire à les faire vivre et à la manière dont on va gérer ces secteurs ruraux à l'avenir, sans parler évidemment des fonctions sur l'entretien du paysage, le maintien de chemins ouverts, avec toute la toponymie et tout ce qui fait finalement notre patrimoine. Comme je ne vais peut-être pas être trop longue, je ne vais peut-être pas détailler sur les aspects sanitaires et de malbouffe, parce que j'imagine que c'est des choses que vous connaissez, mais là aussi l'Union européenne joue un rôle important puisqu'elle autorise des additifs dans l'alimentation, sans étudier les cocktails que ces additifs, tous additionnés les uns aux autres, provoquent, et que nous sommes dans une crise sanitaire, 4 millions de diabétiques. C'est quand même pratiquement 5% de la population française qui est menacée par exemple par le diabète, l'obésité, l'augmentation du nombre de cancers, dont un certain nombre en lien direct avec l'alimentation, sans parler de ceux qui sont en lien avec l'environnement et la pollution de l'environnement. Donc aujourd'hui, la politique agricole commune, elle conforte un système qui est aberrant à nos yeux en matière économique, sociale et écologique, et aussi démocratique, puisque il y a quand même toute une partie de la population qui conteste aujourd'hui ce modèle agricole en tant que consommateur, consommatrice, en tant que citoyen et citoyenne, et que nous craignons que cela finisse mal dans un conflit qui est là aussi absolument aberrant entre celles et ceux qui ont une fonction nourricière au sein de la société, celles et ceux qui en sont les réceptacles, les mangeurs, les mangeuses, et qu'on sent un divorce absolument alarmant se produire. Et nous, on craint que ça finisse mal de ce point de vue-là. Alors, on entend parler d'agribashing. C'est souvent un petit peu les larmes de crocodile, parce que c'est les mêmes politiques qui conduisent les agricultures dans le mur, qui vont ensuite dire « Ah ben non, il ne faut pas faire d'agribashing ». Mais en même temps, on peut comprendre que les populations, que les gens soient émus de voir certaines pulvérisations à proximité de leur lieu d'habitation ou des écoles, etc. Donc nous aussi, on souhaite prendre cette question-là à bras-le-corps et réconcilier la production agricole
la fonction nourricière de l'agriculture avec la société, et du coup en renversant les critères de la politique agricole commune et en changeant fondamentalement cette PAC pour passer d'une agriculture qui est aujourd'hui le problème, comme je l'ai décrit dans la première partie, à une agriculture qui peut tout à fait être la solution du point de vue des emplois. On pourrait créer par exemple 100 000 emplois, ne serait-ce que dans le secteur des fruits et des légumes, si on suit le scénario AFTER 2050. Une solution pour la vie dans les territoires, avec des paysans nombreux pour des campagnes vivantes. Une solution par rapport aux déséquilibres mondiaux que j'ai décrit aussi dans la première partie. Une solution vis-à-vis de la malbouffe et des problèmes sanitaires. Et une solution aussi dans la résilience vis-à-vis du changement climatique, puisqu'on peut conduire une agriculture qui permette de stocker le carbone dans les sols, qui permette aussi de rafraîchir le climat en mettant suffisamment d'étages de verdure à disposition. Donc, par rapport aux orientations qui se dessinent sur la prochaine politique agricole commune, nous, on ne souhaite évidemment pas diminuer les soutiens, comme la prochaine PAC semble le prévoir, mais changer le mode de répartition de ces soutiens autour de 3 grands objectifs. Donc, on rajoute un A à la PAC, politique agricole et alimentaire commune. Comme ça, on donne bien l'objectif de l'alimentation, non pas celui de la compétitivité ou de la productivité, ainsi que c'est écrit dans les traités. Et les 3 grands axes donc, sont d'abord la protection des agriculteurs et la protection vis-à-vis du marché mondial, donc c'est-à-dire la sortie de l'agriculture des traités de libre-échange, par exemple le CETA et le TAFTA. Donc la protection par rapport au marché, avec une politique des prix, encadrement des volumes, une politique de soutien aux revenus, puisque la priorité doit être effectivement le revenu des agriculteurs, l'emploi, mais aussi la formation et des solutions qui sont évidemment techniques et scientifiques, mais qui ne sont pas des solutions gadgets, type agriculteurs augmentés, fermes pilotées par des drones, etc. Et puis, deuxième protection, celle vis-à-vis du changement climatique, puisque là aussi, on doit consacrer des moyens publics à accompagner les agriculteurs et les agricultrices dans cette adaptation face au changement climatique. Dans la zone AOP comté, on ne sait pas si en 2050 on fabriquera du comté avec du lait de brebis ou si on aura toujours de quoi nourrir des vaches dans nos prairies. Donc cette transition-là, il faut l'accompagner. Et donc d'abord protéger pour pouvoir engager par votre contractualisation une transition agroécologique et biologique assise sur une combinaison polyculture-élevage. Des contrats donc, de conversion avec des objectifs de revenus par actif et une limitation des aides à la taille des exploitations. Et donc nous on propose une limitation à 60 000 € par actif agricole. Et troisième objectif, donc garantir la souveraineté alimentaire, l'autonomie alimentaire à l'intérieur de l'Europe et en commençant par chaque territoire et chaque pays européen, avec qualité de l'alimentation, relocalisation, des produits moins transformés et plus équilibrés. Et je voudrais ajouter aussi que nous travaillons ces propositions dans un regroupement qui s'appelle Maintenant le Peuple, et que nous avons notamment porté une déclaration qui concerne la politique agricole commune avec nos partenaires du Bloco au Portugal et de Podemos en Espagne. C'est pas forcément facile avec ces partenaires-là dont certains agriculteurs et certains types d'agriculture sont des concurrents pour nos producteurs, notamment sur le secteur des fruits et des légumes, de faire une déclaration commune sur la question agricole et la question du développement rural. Mais la nouvelle gauche que nous incarnons et que nous incarnons dans ce scrutin européen regarde vers le monde agricole et vers le monde rural avec espoir, parce que nous avons la conviction que pour construire un monde de paix et un horizon démocratique qui réconcilie les citoyens, non seulement avec leur agriculture, mais aussi avec l'envie de se projeter vers le futur, eh bien, le monde rural, la question alimentaire et la question agricole sont des points d'appui importants. Voilà. Je ne sais pas, au niveau du temps, ça va? C'est parfait. Hein. Oui. Si vous avez fini, oui, on peut passer aux questions si on a. Bonjour, c'est toujours sur le bio. Vous avez parlé du contrat de conversion avec des objectifs. Est-ce que vous pouvez préciser et une limitation de 60 000 € par actif? Je ne sais pas si c'était relié au contrat de conversion ou si c'était une limite des aides tout simplement. Merci.
Oui, ça fait partie. Oui, effectivement, ça fait partie de la conversion, c'est-à-dire redistribuer les aides d'abord aux actifs agricoles, il faut limiter ce montant-là, et que la conversion en agriculture bio, on l'imagine quand même sur de petites unités à taille humaine, à la fois pour la soutenabilité environnementale et le bien-être animal, parce qu'on pense qu'on ne conduit pas bien la prise en compte du bien-être animal dans de trop grandes unités. Et donc, j'ai mangé une partie de votre question en route. Petite unité, c'est En dessous de 100 hectares. en dessous de 100 hectares. Et c'est les 60 000 € par actif de limite. Oui, par actif agricole. Et puis un plafond, au-delà de 100 hectares, on ne finance plus, on n'accorde plus d'aide. Voilà. 100 hectares par actif? Non, 100 hectares. Tout. D'accord, quel que soit le nombre d'actifs. Après, là où on n'a pas ce détail-là, avec les partenaires européens, on n'est pas rentré dans ce détail-là. C'est pas les règles. S'il y a de la transpo et qu'il y a 5 salariés. Pardon? S'ils font de la transformation laitière avec 5 salariés. Oui, après ça dépend s'ils sont tous sur la production ou s'il y a une transformation derrière, c'est pas tout à fait pareil. Aujourd'hui, il y a quand même toute une partie des fermes en Europe qui sont à moins d'1 hectare et qui ne sont pas comptabilisés par la petite agricole commune. Et il y a des gens qui vivent sur ces fermes-là. Oui, excusez-moi, je n'ai pas bien écouté ce que vous avez dit. C'est 60 000 € de revenus, d'aide, de droit. 60 000 € d'aide par actif. Par actif. Ouais. Merci. Quelle est la définition d'actif, justement? Alors, quelle est la définition de l'actif? Je ne sais pas si j'ai ça quelque part. En tout cas, effectivement, c'est pas la reine d'Angleterre ni le prince de Monaco. Attendez, je reprends sur les notes parce que je ne sais pas par cœur. Moi j'ai envie de dire c'est les gens qui travaillent, pas juste ceux qui possèdent, mais on n'a pas défini, voilà, on a bien ciblé le fait qu'il y avait des agriculteurs qui n'étaient pas authentiques, mais on n'a pas défini exactement voilà, pour moi c'est les gens qui travaillent sur l'exploitation, qui travaillent réellement sur l'exploitation, pas simplement ceux qui possèdent le capital ou qui sont actionnaires, voilà. Quand on dit par actif familial, c'est en dehors des salariés. En dehors des salariés. Quelle est votre position par rapport au mouvement vegan? Alors, vous pouvez préciser votre question? Quelle est votre position, enfin, ce que vous en pensez? Bon, alors déjà, vous savez, on a sur notre liste des personnes qui appartiennent au mouvement vegan. On a un point d'accord sur le programme qui est que nous n'avons pas une position abolitionniste vis-à-vis de l'élevage, une position qu'on pourrait qualifier d'antispéciste, et que nous intégrons la décroissance de la consommation des protéines animales, qu'elles soient carnées ou laitières, à l'intérieur du programme qu'on a présenté. C'est-à-dire que pour nous, c'est une conséquence d'un programme où on va produire moins mais mieux, dans un système polyculture-élevage converti en bio, etc. On va forcément produire moins de protéines animales, enfin carnées ou laitières, surtout si on se passe des intrants en soja, maïs qui viennent de l'autre bout de la planète. Donc, on intègre cette préoccupation, on va dire, sociétale. Je pense qu'effectivement, on peut avoir des repas en collectivité qui sont des repas sans viande, que ça, il faut que ça ait une place aussi, à la fois pour répondre à une demande sociétale, une demande aussi sanitaire, de santé, parce que vous consommez aujourd'hui trop de viande. C'est une division par 3 de la consommation de viande moyenne par habitant qu'il faut quand même envisager. Donc nous, on intègre de cette manière-là, mais pas dans une position anti-élevage ou anti-viande ou anti-produits animaux. Je ne sais pas si c'est clair comme ça. Oui, non, juste sur quand vous dites on peut avoir des repas en société sans... Des repas en collectivité, des repas sans viande, ouais. Pour les cantines, par exemple, oui. D'imposer des repas sans... Non, de proposer des repas sans viande.
vous avez dit tout à l'heure que vous n'étiez pas très favorable aux gadgets, aux technologies, aux drones. Dans la PAC, il y a toute une partie de soutien à la modernisation et l'innovation. Est-ce que vous seriez du coup pour enlever cette partie-là, la réorienter et que votre regard plus généralement sur ces nouvelles technologies, ça peut même s'étendre aux OGM, dont vous avez parlé, que le Parlement sera amené à aborder sous les nouvelles techniques, les nouvelles technologies. Sur les OGM, on se réjouit de la position qui a été prise dans la Cour de justice de l'Union européenne pour une définition enfin claire de ce que sont les OGM. Et aujourd'hui, on considère que c'est des techniques qui favorisent quand même d'abord les profits de ceux qui les produisent et de ceux qui les brevettent, avant de permettre à la fois soit de nourrir les gens, soit de servir les agriculteurs. Donc on est pour interroger ces techniques à l'aune de ce critère-là, qui est celui de est-ce que ça permet de garantir un revenu, de garantir de l'autonomie, est-ce que ça améliore la condition sanitaire ou la qualité de l'alimentation. Et bien souvent, du coup, on a rendu compte que oui, on a intérêt plutôt à se passer de ces techniques plutôt qu'à les développer en jouant aux apprentis sorciers. Et si on doit choisir effectivement entre développer des drones pour polliniser des prairies ou faire une agriculture biologique pour continuer à avoir des abeilles, on va mettre les moyens sur continuer à avoir une agriculture biologique pour ne pas décimer les abeilles et que la pollinisation puisse continuer à se faire de manière naturelle. Sur la question de l'innovation, j'attire votre attention sur une disposition qui est en cours de discussion au niveau de l'Union européenne, qui est de remplacer, et ça sous pression des lobbies, de remplacer le principe de précaution par le principe d'innovation, qui verrait ainsi les intérêts d'abord des entreprises et des multinationales primés sur le principe de précaution que les États pourraient instituer. Donc des dispositions qui nous préoccupent, qui nous inquiètent. Sur la question de l'innovation, si on pouvait déjà être intensif dans l'utilisation des ressources naturelles, des semences et de la biodiversité telle qu'on la connaît, telle qu'on continue à la redécouvrir, donc aller chercher des solutions miracles qui nous permettraient de sortir comme ça par enchantement de la situation. Je pense en plus que affronter le changement climatique ou les invasions d'insectes ou de champignons, ce qu'on connaît, ce qu'on va connaître de plus en plus, c'est pas simplement des solutions techniques, c'est aussi des collectifs humains et des coopérations humaines qui vont être capables de mettre en œuvre cette lutte efficace. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas déstructurer les communautés rurales et d'avoir des agriculteurs et des agricultrices nombreux dans ces communautés rurales et de leur donner toute leur place dans la délibération démocratique. Vous avez évoqué le dossier de l'accompagnement des agriculteurs vis-à-vis du changement climatique. Comment vous vous positionnez par rapport au dossier de la gestion de l'eau et de l'irrigation? Est-ce que c'est pour vous une assurance de la récolte? Comment vous voyez un accompagnement européen sur ce dossier-là? Alors, effectivement, il y a une conversion des productions et des types de cultures déjà envisagées pour privilégier celles qui seront les moins gourmandes en eau ou celles qui seront en capacité de restituer de l'eau à l'échelle du bassin versant. Et donc, là aussi, il n'y aura pas de solution miracle de retenue d'eau et en captant les eaux de pluie pour des productions gourmandes en eau. Si en plus derrière, c'est pour produire de manière intensive du bétail et surproduire de la viande ou surproduire du lait pour après l'exporter à l'autre bout de la planète, vous voyez bien qu'on est dans un système qui est absolument qui n'a pas de sens. Donc le partage, aujourd'hui, on doit d'abord défendre l'eau comme un bien commun, pas l'objet d'une vente, d'une marchandisation, mais l'objet d'une gestion commune pour partager cette ressource. Et du coup, effectivement, le secteur agricole doit faire diminuer sa demande en eau pour qu'on puisse conserver une ressource en eau potabilisable aussi et en son quantité suffisante. Donc ça imposera de changer certains types de cultures ou certains types de pratiques de culture. Donc il faut l'accompagner, ça par des soutiens, parce qu'on n'est pas pour la punition, voilà, on accompagne les gens à le faire, mais il faudra être quand même clair sur ce qui nous attend. Oui, bonjour, Frédéric Hénin pour le Betteravier. Vous allez porter une liste qui s'appelle La France Insoumise à Bruxelles. Oui. C'est le nom de la liste.
quelle image vous donnez au Parlement européen quand vous arrivez avec l'étiquette La France Insoumise? Comment on peut collaborer un projet européen avec cette étiquette-là? Deuxièmement, vous parlez de dynamique dans les villages ruraux. Je ne sais pas comment on fait revenir, j'habite moi-même dans un village rural, je ne sais pas comment on fait revenir des gens dans des villages où quelquefois c'est irréversiblement désertique. Et dans d'autres villages très dynamiques, c'est surtout très peuplés dans les pays de l'Est, ce sont ces gens-là qui les fuient parce que il n'y a pas d'espérance. Et je ne sais pas comment votre message peut être porté jusqu'au fin fond de la Bulgarie, de la Roumanie. Voilà. Pour l'instant, on se présente en France. Oui, mais c'est un projet européen. Oui, et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, mais c'était peut-être pas clair, notre liste La France Insoumise, elle s'insère dans un mouvement qui s'appelle Maintenant le Peuple, où on est 6 organisations. Donc la gauche du Nord et la gauche du Sud, Podemos, le Globo, l'Alliance Rouge et Verte au Danemark, le Parti de gauche en Finlande et l'Alliance de gauche en Suède. Voilà, donc ça c'est nos partenaires européens avec lesquels on a construit une alliance jusqu'à présent. Je regrette que vous ayez un discours un petit peu fataliste vis-à-vis du peuplement de nos secteurs ruraux et des campagnes. Il y a des scénarios très sérieux, c'est celui du ministère de l'Agriculture, qui envisage une migration des populations des métropoles vers les secteurs ruraux parce qu'ils ne pourront plus se loger, les conditions de vie seront devenues difficiles ou inaccessibles en raison des prix. Donc c'est un scénario qui est sorti à la fin de l'année dernière, qui a été présenté à l'Assemblée Générale des Cubains. Excusez-moi, mais la crise des Gilets jaunes, c'est justement parce que les ruraux n'ont pas les moyens isolés, n'ont pas les moyens d'avoir ça. Oui, mais nous aussi on a un programme qui se limite pas à la question agricole, on parle aussi de services publics, on dit que dans ces traités européens-là, il n'y a pas de possibilité d'investir pour les services publics qui sont encadrés par la règle des 3%. Et ça fait aussi partie des dispositions de notre programme. On a aussi un programme de lutte contre la pauvreté et pour l'extension des droits sociaux. Et puis sur la question des agricultures ou des secteurs ruraux de l'Est, je crois qu'une partie de la politique agricole commune et une partie de la politique européenne tout court contribuent aussi à cette désertification en mettant les territoires en concurrence entre eux, plutôt que de permettre aux gens de bien vivre là où ils sont. Et donc effectivement, la responsabilité de l'Union européenne sur le paquet ferroviaire, sur les services postaux par exemple, qui contribuent à la désertification des campagnes, fait partie des éléments que nous dénonçons dans une manière globale dans le programme. On est sur les questions agricoles, mais effectivement dans la globalité du programme, on résout ces questions-là aussi. Oui, vous avez évoqué tout à l'heure le fait de sortir des accords de libre-échange. Quelle est votre position par rapport aux exportations européennes? Parce que j'ai l'impression que vous avez quand même une vision un petit peu entre guillemets régressive des choses. Vous parliez de l'eau tout de suite, la question qui vous était posée c'était qu'est-ce que vous pensez du stockage de l'eau, et vous répondez en gros que ce serait bien que l'agriculture diminue sa demande en eau. Donc en gros vous dites non au stockage de l'eau par définition, puisqu'il ne faut plus l'utiliser. Alors comment est-ce qu'on fait, comme en Bretagne par exemple, quand on fait des haricots, quand on fait des productions comme ça, s'il n'y a pas d'eau, il y a des fils dans les haricots. Voilà. Alors c'est un aparté, mais c'est quand même un point important, parce que c'est aussi répondre un peu aux attentes sociétales quelque part, de manger des haricots sans fil. Et je reviens sur la question par rapport à la vocation de l'Europe. Est-ce que la vocation de l'Europe, c'est effectivement d'exporter, ou est-ce que l'autre proposition, c'est que l'Europe se limite à son propre marché? Donc ça, c'est une première question. Et dans ce marché, est-ce que vous pensez que la France tirerait son épingle du jeu compte tenu des positions concurrentielles à l'intérieur de l'Europe? Ça fait au moins 3 questions en une. On peut imaginer de stocker et conserver l'eau à l'échelle des parcelles agricoles par aussi le type d'agriculture qu'on met en place. C'est notamment ce qu'on sait faire en agroécologie ou en permaculture. Ça ne veut pas dire qu'on ne stocke pas de l'eau à la parcelle, mais on n'en prive pas le milieu naturel ou le cours d'eau dans des systèmes de bassines, par exemple. Et je voudrais vous dire que oui, il va falloir changer un certain nombre de consommations, et peut-être non celle des haricots, il faudra s'habituer à les manger avec des fils, j'en sais rien. Mais la perspective, enfin, si on lit sérieusement les rapports du GIEC, et si on écoute aussi sérieusement les agriculteurs sur le terrain, qui observent saison après saison des modifications importantes de l'écosystème, on voit quand même qu'il va falloir changer des choses.
Ça, c'est une responsabilité collective. Sur les importations et les exportations, aujourd'hui, on importe, si on fait convertir les importations en surface agricole, on importe 10 millions d'hectares de surface agricole et on en exporte 12 millions. Donc on voit bien que et ce qui va rester en fait, c'est les productions dites de qualité, de luxe, les vins et les fromages, pour ce qui est de la France, par exemple. Donc c'est pas franchement ni cohérent ni très rationnel de fonctionner comme ça. Et effectivement, dans le bassin européen, nous on est aussi pour des coopérations avec le pourtour méditerranéen dans son ensemble, au niveau de l'Union européenne, on a la possibilité d'avoir une autonomie alimentaire de notre zone continentale sans être dans des systèmes de transport, d'export qui sont dommageables à l'environnement et qui sont dommageables aux agriculteurs. Et sur les concurrences de prix à l'intérieur de l'Union européenne, on est pour l'instauration de prix minimum à l'achat qui soit défini effectivement par État. Et ça, nous, on pense que ça permet à tout le monde de tirer son agriculture vers le haut, plutôt que, par exemple, avoir recours à la main-d'œuvre irrégulière, tel que ça se produit aujourd'hui en Espagne et aussi dans le sud de la France. Retrouvez l'actualité de l'AFJA sur www.afja-asso.fr.